Bon, il faut savoir que j'avais fait des vidéos sur la seconde, à l'époque, lecture de la loi, donc maintenant deuxième lecture de la loi, puisqu'il y a eu la troisième. Vote solennel le 30 juin, on est le 6 juillet, donc demain il y aura le vote ou pas du Sénat par rapport à ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Sachant que si le Sénat ne se positionne pas précisément ni pour ni contre, mais il renvoie la balle vers le gouvernement et notamment vers le Premier ministre, ce sera à lui de trancher et d'engager d'une certaine manière la responsabilité du gouvernement par cet intermédiaire. Donc j'assimile ça un peu à une politique de la chaise vide, ce que fait le Sénat. C'est assez intelligent d'ailleurs de faire comme ça, parce que bah, voilà, ça oblige le gouvernement à se positionner et à dire dans cette guéguerre entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui dure depuis un moment maintenant sur la question de la loi sur l'aide à mourir, il faut quelqu'un pour trancher, pour arbitrer le combat de catch, quoi. Parce que ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et parce que le système de navette, au final, ça profite à l'Assemblée nationale, de toute manière. D'ailleurs, si on regarde bien ce qui se passe, la troisième lecture, c'est la loi, enfin, c'est la version de la loi sur l'aide à mourir la plus permissive de toutes. Moi, j'avais beaucoup parlé à l'époque du délit d'entrave, qui n'existe plus dans la version de la troisième loi, et de l'objection de conscience, qui, elle, par contre, n'est toujours pas reconnue. Et il y avait encore quelque chose, ça m'échappe. C'était délit d'entrave, objection de conscience. Ouais. Et puis la pénalisation à l'époque de l'incitation. Donc maintenant, dans la troisième loi, on a retiré le délit d'entrave. Il n'y a toujours pas la reconnaissance de l'objection de conscience. Notamment pour les pharmaciens, où là c'est une catastrophe parce que les préparateurs de pharmacie, par exemple, ne pourront pas s'opposer à la préparation de la dose d'injection létale. C'est-à-dire que s'ils veulent potentiellement ne pas perdre leur emploi, ils vont être obligés de le faire. Et voilà, ils n'auront pas la possibilité de s'opposer. On les considère comme des murs qui n'ont pas de conscience, d'accord. Et, euh, et donc, de l'autre côté, il y a la fin de la pénalisation, de l'incitation à dire à quelqu'un tu ferais mieux d'y penser. Donc ça, maintenant, c'est légal. Sur la deuxième lecture, c'était pénalisé à 1 an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Ça pouvait aller jusque-là. Et le délit d'entrave, c'était 2 ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende. Donc ça, c'est abandonné. Mais en fait, moi, ce que je pense, dont on n'a pas suffisamment parlé par rapport à ça et aux dérives que ça peut causer, c'est que bah, il peut y avoir maintenant des incitations, mais publiques à le faire ouvertement. C'est-à-dire des incitations notamment financières. Ou bien des pénalisations pour les gens qui le font pas. Ça peut être, encore une fois, très cynique. C'est presque pire que quand il y avait le délit d'entrave et quand il y avait la dépénalisation de l'incitation. Sachant que la dépénalisation de l'incitation, elle est arrivée parce que ceux qui étaient contre le texte disaient mais là c'est complètement abusé parce que d'un côté vous avez le délit d'entrave et de l'autre côté en plus vous avez la possibilité d'inciter les gens, c'est-à-dire même ceux qui voudront pas ils seront en défaut vis-à-vis de la loi si jamais ils s'opposent à ceux qui incitent. Donc pour restaurer un peu l'équilibre, ils ont dit ouais, c'est vrai que là, c'est trop. Donc ça se voit un peu trop ce qu'on essaye de faire. Donc bon, bah ils avaient pénalisé l'incitation. Non, maintenant ils ont tout dépénalisé, dépénalisé l'incitation et il n'y a plus l'existence du délit d'entrave. Et il n'y a toujours pas la reconnaissance de l'objection de conscience, notamment pour les soignants, pour les pharmaciens. Et je pense qu'on se rend pas compte des dérives que ça peut créer, ça, en fait. Sachant que toujours pas de formulaire écrit, et ça, je trouve que c'est un des points les plus graves et pareil qui est sous-estimé. Toujours pas de formulaire écrit pour les personnes qui font la demande de l'aide à mourir. Donc moi, assez ironiquement, j'ai mis un commentaire où je dis que, en fait, ce sera comme le médecin qui... maintenant, d'ailleurs, le médecin ne pourra plus faire l'injection, parce qu'il y a eu un amendement qui dit, de manière très cynique, pour que le serment d'Hippocrate, qui est prêté par uniquement les médecins, ne soit pas violé.
la solution, c'est que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, mais pas les médecins, qui fassent l'injection létale. Parce que eux, ils sont pas soumis au serment d'Hippocrate, qu'ils n'ont pas signé. Il n'y a rien de plus cynique et plus hypocrite, en fait, dans le texte. Donc, sous prétexte que les infirmiers, les aides-soignants n'ont pas prêté serment au niveau du serment d'Hippocrate, ils sont en capacité d'injecter une dose létale à quelqu'un et que ça se traduise au niveau législatif comme une mort naturelle. Ça, enfin, il faut arrêter. C'est pas possible d'avoir ce cynisme-là. Et puis, moi, voilà, ce que je disais, c'est que surtout, ce qui m'inquiète, c'est la dimension écrite. C'est-à-dire que le médecin, il suffira qu'il affirme, après que la personne soit décédée, hein, que la personne voulait recourir à l'aide à mourir, et c'est bon, ça suffit, c'est la preuve qu'elle voulait. C'est-à-dire, on lui demande plus. Comment on pourrait lui demander maintenant elle est plus là pour contredire le médecin qui dirait mais oui, oui, absolument, il a fait la demande, il voulait mourir, ou elle voulait mourir. Ce sera, enfin, vous imaginez les dérives que ça peut faire. C'est-à-dire qu'on va parler, le médecin va parler au nom du mort, sans qu'il y ait de formulaire écrit pour attester de s'il y avait vraiment cette demande-là qui était formulée par la personne décédée. Je vous laisse imaginer les dérives que ça peut entraîner. Parce que là, on parle de raisons médicales, comme j'avais aussi expliqué dans les 2 premières vidéos que j'avais faites en février. Mais là, ça peut aller beaucoup plus loin que pour des raisons médicales. Éventuellement, ça peut cibler les opposants à la loi sur l'aide à mourir. En fait, ça peut cibler n'importe qui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'avec une telle loi, on pourra dire après coup, mais c'est la personne qui a voulu. Qui êtes-vous pour ne pas respecter sa dernière volonté? C'est elle qui a demandé à mourir, à recevoir l'injection létale. Mais il n'y aura pas de preuve de ça. C'est-à-dire qu'il faudra croire le médecin sur parole. Et le médecin, lui, il n'est pas tenu de consulter qui que ce soit en dehors de 2 personnes de son choix. Pas d'obligation de consulter le médecin traitant, pas d'obligation de consulter un psychiatre pour éventuellement parler avec la personne et lui dire qu'il y a d'autres solutions. Je je sais pas si vous imaginez le caractère de cette loi qui, en fait, je pense que si on la caractérise de diabolique, on n'exagère pas. Parce que cette loi, elle est diabolique. Vraiment. Elle, elle autorise les pires dérives possibles. Donc, de tout cœur, j'espère que le Premier ministre va faire le bon choix. Et si c'est à lui de trancher, eh bien, qu'il ne tranchera pas en faveur de cette loi. Parce que je pense que là, il faut bien réfléchir à ce que fait tout le monde. Pas par parti politique, comme j'avais dit, mais par individu. Et là, il y a des responsabilités pénales qui peuvent être engagées et faire l'objet de saisines internationales. Parce que la loi telle qu'elle pourrait exister en France est la plus permissive au monde. C'est-à-dire que la loi française, elle deviendrait potentiellement un modèle pour les autres pays, y compris pour ceux qui ont déjà adopté cette loi. Et puis notamment en termes du délai de rétractation possible, c'est-à-dire qu'une personne qui dit qu'elle souhaite recourir à cette aide à mourir, elle a entre 2 et 17 jours pour se rétracter. Mais on ne sait pas les modalités de rétractation, c'est-à-dire que ce sera peut-être beaucoup plus facile de faire la demande que d'ensuite faire la demande de rétractation. Il suffit que ce soit une lettre recommandée, il suffit qu'il y ait un problème sur l'application en ligne, des choses comme ça. Ça fonctionne très bien peut-être pour faire la demande, mais après pour la rétractation, comment ça se passe? Comment ça se passe au niveau du remboursement pour la sécurité sociale? On parle déjà d'un remboursement à 100% de ce type de demande. Qui c'est qui va financer ça? Et puis le côté, encore une fois, très cynique de la loi sur la partie économique, où c'est prétendument un soulagement de la souffrance des gens, alors que il y a la souffrance psychologique qui est en ligne de mire. Il y a dans la loi les handicapés mentaux qui sont concernés, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas capables de signer un chèque eux-mêmes, qui sont sous tutelle, sous curatelle. Bah, ils pourront faire par eux-mêmes la demande pour mourir, alors qu'ils ont pas on leur reconnaît pas légalement l'autonomie pour faire des choses beaucoup plus basiques. Il y a vraiment des dérives qui sont énormissimes avec cette loi, et il faut espérer qu'elle ne soit pas votée, surtout pas le 15 juillet.